24e partie de Nom de pays, le pays, tome 2e de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 2e, Nom de pays, le pays, 24e partie. Sans doute, s'il n'y avait pas eu ses yeux, le visage de M. de Charlus était semblable à celui de beaucoup de beaux hommes. Et quand Saint Loup, en me parlant d'autres Guermantes, me dit plus tard: Dame, ils n'ont pas cet air de race, de grands seigneurs jusqu'au bout des ongles, qu'a mon oncle Palamède. En confirmant que l'air de race et la distinction aristocratique n'étaient rien de mystérieux ou de nouveau, mais consistaient en des éléments que j'avais reconnus sans difficulté et sans éprouver d'impression particulière. Je devais sentir se dissiper une de mes illusions. Mais ce visage, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre, M. de Charlus avait beau en fermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pu boucher et par laquelle, selon le point où on était placé par rapport à lui, on se sentait brusquement croisé du reflet de quelque engin intérieur qui semblait n'avoir rien de rassurant, même pour celui qui, sans en être absolument maître, le portait en soi, à l'état d'équilibre instable et toujours sur le point d'éclater. Et l'expression circonspecte et incessamment inquiète de ses yeux, avec toute la fatigue qui, autour d'eux, jusqu'à un cerne descendu très bas, en résultait pour le visage, si bien composé et arrangé qu'il fût, faisait penser à quelque incognito, à quelque déguisement d'un homme puissant en danger, ou seulement d'un individu dangereux mais tragique. J'aurais voulu deviner quel était ce secret que ne portaient pas en eux les autres hommes et qui m'avait déjà rendu si énigmatique le regard de M. de Charlus, quand je l'avais vu le matin près du casino. Mais avec ce que je savais maintenant de sa parenté, je ne pouvais plus croire ni que ce fût celui d'un voleur, ni, d'après ce que j'entendais de sa conversation, que ce fût celui d'un fou. S'il était si froid avec moi, alors qu'il était tellement aimable avec ma grand'mère, cela ne tenait peut-être pas à une antipathie personnelle, car d'une manière générale, autant il était bienveillant pour les femmes, des défauts de qui il parlait sans se départir, habituellement, d'une grande indulgence, autant il avait à l'égard des hommes, et particulièrement des jeunes gens, une haine d'une violence qui rappelait celle de certains misogynes pour les femmes. De 2 ou 3 gigolos qui étaient de la famille ou de l'intimité de Saint Loup, et dont celui-ci cita par hasard le nom, M. de Charlus dit avec une expression presque féroce, qui tranchait sur sa froideur habituelle: ce sont de petites canailles. Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. Ce sont de vraies femmes, disait-il avec mépris. Mais quelle vie n'eût pas semblé efféminée auprès de celle qu'il voulait que menât un homme et qu'il ne trouvait jamais assez énergique et virile. Lui-même, dans ses voyages à pied, après des heures de course, se jetait brûlant dans des rivières glacées. Il n'admettait même pas qu'un homme portât une seule bague. Mais ce parti pris de virilité ne l'empêchait pas d'avoir des qualités de sensibilité des plus fines. À madame de Villeparisis qui le priait de décrire, pour ma grand'mère, un château où avait séjourné madame de Sévigné, ajoutant qu'elle voyait un peu de littérature dans ce désespoir d'être séparée de cette ennuyeuse madame de Grignan. Rien, au contraire, répondit-il, ne me semble plus vrai. C'était du reste une époque où ces sentiments-là étaient bien compris. L'habitant du Monomotapa, de La Fontaine, courant chez son ami qui lui est apparu un peu triste pendant son sommeil, le pigeon trouvant que le plus grand des maux est l'absence de l'autre pigeon, vous semble peut-être, ma tante, aussi exagéré que madame de Sévigné, ne pouvant pas attendre le moment où elle sera seule avec sa fille. C'est si beau ce qu'elle dit quand elle la quitte. Cette séparation me fait une douleur à l'âme, que je sens comme un mal du corps. Dans l'absence, on est libéral des heures. On avance dans un temps auquel on aspire. Ma grand'mère était ravie d'entendre parler de ces lettres, exactement de la façon qu'elle eût fait.
Elle s'étonnait qu'un homme pût les comprendre si bien. Elle trouvait à M. de Charlus des délicatesses, une sensibilité féminine. Nous nous dîmes plus tard, quand nous fûmes seuls, et parlâmes tous les deux de lui, qu'il avait dû subir l'influence profonde d'une femme, sa mère, ou plus tard sa fille, s'il avait des enfants. Moi je pensais une maîtresse, en me reportant à l'influence que celle de Saint Loup me semblait avoir eue sur lui et qui me permettait de me rendre compte à quel point les femmes avec lesquelles ils vivent affinent les hommes. Une fois près de sa fille, elle n'avait probablement rien à lui dire, répondit Madame de Villeparisis. Certainement si. Fût-ce de ce qu'elle appelait choses si légères qu'il n'y a que vous et moi qui les remarquions. Et en tout cas, elle était près d'elle. Et la bruyère nous dit que c'est tout. Être près des gens qu'on aime, leur parler, ne leur parler point, tout est égal. Il a raison. C'est le seul bonheur, ajouta M. de Charlus, d'une voix mélancolique. Et ce bonheur-là, hélas, la vie est si mal arrangée qu'on le goûte bien rarement. Madame de Sévigné a été en somme moins à plaindre que d'autres. Elle a passé une grande partie de sa vie auprès de ceux qu'elle aimait. Tu oublies que ce n'était pas de l'amour, c'était de sa fille qu'il s'agissait. Mais l'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, reprit-il d'un ton compétent, péremptoire et presque tranchant, c'est d'aimer. Ce que ressentait Madame de Sévigné pour sa fille peut prétendre beaucoup plus justement ressembler à la passion que Racine a dépeinte dans Andromaque ou dans Phèdre, que les banales relations que le jeune Sévigné avait avec ses maîtresses. De même, l'amour de tel mystique pour son Dieu. Les démarcations trop étroites que nous traçons autour de l'amour viennent seulement de notre grande ignorance de la vie. Tu aimes beaucoup Andromaque et Phèdre ? Demanda Saint Loup à son oncle, sur un ton légèrement dédaigneux. Il y a plus de vérité dans une tragédie de Racine que dans tous les drames de M. Victor Hugo, répondit M. de Charlus. C'est tout de même effrayant, le monde, me dit Saint Loup à l'oreille. Préférer Racine à Victor, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il était sincèrement attristé des paroles de son oncle, mais le plaisir de dire quand même, et surtout énorme, le consolait. Dans ses réflexions sur la tristesse qu'il y a à vivre loin de ceux qu'on aime, qui devait amener ma grand-mère à me dire que le neveu de Madame de Villeparisis comprenait autrement bien certaines œuvres que sa tante, et surtout avait quelque chose qui le mettait bien au-dessus de la plupart des gens de club. M. de Charlus ne laissait pas seulement paraître une finesse de sentiment que montrent en effet rarement les hommes, sa voix elle-même pareille à certaines voix de contralto en qui on n'a pas assez cultivé le médium et dont le chant semble le duo alterné d'un jeune homme et d'une jeune femme, se posait, au moment où il exprimait ses pensées si délicates, sur des notes hautes, prenait une douceur imprévue et semblait contenir des chœurs de fiancées, de sœurs, qui répandaient leur tendresse. Mais la nichée de jeune fille que M. de Charlus, avec son horreur de tout efféminement, aurait été si navré d'avoir l'air d'abriter ainsi dans sa voix, ne s'y bornait pas à l'interprétation, à la modulation des morceaux de sentiment. Souvent, tandis que causait M. de Charlus, on entendait leurs rires aigus et frais de pensionnaires ou de coquettes ajuster leurs prochains avec des malices de bonne langue ou de fine mouche. Il raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de le nôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël, qui l'avait achetée. Israël, du moins, c'est le nom que portent ces gens, qui me semble un terme générique, ethnique, plutôt qu'un nom propre. On ne sait pas. Peut-être que ce genre de personnes ne portent pas de nom et sont seulement désignées par la collectivité à laquelle elles appartiennent. Cela ne fait rien. Avoir été la demeure des Guermantes et appartenir au Israël,
s'écria-t-il. Cela fait penser à cette chambre du château de Blois où le gardien qui le faisait visiter me dit « C'est ici que Mary Stuart faisait sa prière, et c'est là, maintenant, où ce que je mets mes balais. » Naturellement, je ne veux rien savoir de cette demeure qui s'est déshonorée, pas plus que de ma cousine Clara de Chimay qui a quitté son mari. Mais je conserve la photographie de la première encore intacte, comme celle de la princesse, quand ses grands yeux n'avaient encore de regard que pour mon cousin. La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque quand elle cesse d'être une reproduction du réel et nous montre des choses qui n'existent plus. Je pourrais vous en donner une, puisque ce genre d'architecture vous intéresse, dit-il à ma grand'mère. À ce moment, apercevant que le mouchoir brodé qu'il avait dans sa poche laissait dépasser des liserés de couleur, il le rentra vivement avec la mine effarouchée d'une femme pudibonde, mais point innocente, dissimulant des appas que, par un excès de scrupules, elle juge indécents. Imaginez-vous, reprit-il, que ces gens ont commencé par détruire le parc de Lenôtre, ce qui est aussi coupable que de lacérer un tableau de Poussin. Pour cela, ces Israël devraient être en prison. Il est vrai, ajouta-t-il en souriant après un moment de silence, qu'il y a sans doute tant d'autres choses pour lesquelles ils devraient y être. En tout cas, vous vous imaginez l'effet que produit devant ces architectures un jardin anglais. Mais la maison est du même style que le Petit Trianon, dit madame de Villeparisis, et Marie-Antoinette y a bien fait faire un jardin anglais. Qui dépare tout de même la façade de Gabriel, répondit m de Charlus. Évidemment, ce serait maintenant une sauvagerie que de détruire le hameau, mais quel que soit l'esprit du jour, je doute tout de même qu'à cet égard une fantaisie de madame Israël ait le même prestige que le souvenir de la reine. Cependant, ma grand'mère m'avait fait signe de monter me coucher. Malgré l'insistance de Saint Loup qui, à ma grande honte, avait fait allusion devant m de Charlus à la tristesse que j'éprouvais souvent le soir avant de m'endormir, et que son oncle devait trouver quelque chose de bien peu viril. Je tardai encore quelques instants, puis m'en allai, et fus bien étonné quand un peu après, ayant entendu frapper à la porte de ma chambre, et ayant demandé qui était là, j'entendis la voix de m de Charlus qui disait d'un ton sec « C'est Charlus, puis-je entrer, monsieur ?» « Monsieur, reprit-il du même ton une fois qu'il eut refermé la porte, mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. » Je remerciai m de Charlus avec émotion et lui dis que j'avais au contraire eu peur que ce que Saint Loup lui avait dit de mon malaise à l'approche de la nuit m'eût fait paraître à ses yeux plus stupide encore que je n'étais. « Mais non, répondit-il avec un accent plus doux, vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien, si peu d'êtres en ont. Mais pour un temps du moins vous avez la jeunesse, et c'est toujours une séduction. D'ailleurs, monsieur, la plus grande des sottises, c'est de trouver ridicules ou blâmables les sentiments qu'on n'éprouve pas. J'aime la nuit, et vous me dites que vous la redoutez. J'aime sentir les roses, et j'ai un ami à qui leur odeur donne la fièvre. Croyez-vous que je pense pour cela qu'il vaut moins que moi ? Je m'efforce de tout comprendre, et je me garde de rien condamner. En somme, ne vous plaignez pas trop, je ne dirai pas que ces tristesses ne sont pas pénibles, je sais ce qu'on peut souffrir pour des choses que les autres ne comprendraient pas. Mais du moins, vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. Vous la voyez beaucoup, et puis c'est une tendresse permise, je veux dire une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela. Il marchait de long en large dans la chambre, regardant un objet, en soulevant un autre. J'avais l'impression qu'il avait quelque chose à m'annoncer et ne trouvais pas en quels termes le faire. « J'ai un autre volume de Bergotte ici. Je vais vous le chercher, ajouta-t-il, et il sonna. Un groom vint au bout d'un moment. Allez me chercher votre maître d'hôtel. Il n'y a que lui ici qui soit capable de faire une commission intelligemment, dit m de Charlus avec hauteur. Monsieur Aimé, monsieur ? Demanda le groom. Je ne sais pas son nom, mais si, je me rappelle que je l'ai entendu appeler Aimé. Allez vite, je suis pressé. Il va être tout de suite ici, monsieur. Je l'ai justement vu en bas, répondit le groom qui voulait avoir l'air au courant. Un certain temps se passa.
Le groom revint. Monsieur Aimé est couché, mais je peux faire la commission. Non, vous n'avez qu'à le faire lever. Monsieur, je ne peux pas, il ne couche pas là. Alors laissez-nous tranquilles. Mais monsieur, dis-je, le groom partit, vous êtes trop bon, un seul volume de Bergotte me suffira. C'est ce qui me semble, après tout. M. de Charlus marchait. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis, après quelques instants d'hésitation, et se reprenant à plusieurs fois, il pivota sur lui-même et de sa voix redevenue cinglante, il me jeta « Bonsoir, monsieur » et partit. Après tous les sentiments élevés que je lui avais entendu exprimer ce soir-là, le lendemain qui était le jour de son départ, sur la plage, dans la matinée, au moment où j'allais prendre mon bain, comme M. de Charlus s'était approché de moi pour m'avertir que ma grand'mère m'attendait aussitôt que je serais sorti de l'eau, je fus bien étonné de l'entendre me dire, en me pinçant le cou, avec une familiarité et un rire vulgaires: « Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand'mère, hein, petite fripouille !»« Comment, monsieur, je l'adore !»« Monsieur, me dit-il en s'éloignant d'un pas et avec un air glacial, vous êtes encore jeune, vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution, il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des ancres brodées sur votre costume de bain. Je vous ai prêté un livre de Bergotte dont j'ai besoin. Faites-le-moi rapporter dans 1 heure par ce maître d'hôtel au prénom risible et mal porté, qui, je suppose, n'est pas couché à cette heure-ci. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt hier soir des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences et son incompréhension. J'espère, monsieur, que cette petite douche ne vous sera pas moins salutaire que votre bain. Mais ne restez pas ainsi immobile car vous pourriez prendre froid. Bonsoir, monsieur. Sans doute eut-il regret de ces paroles, car quelque temps après je reçus, dans une reliure de maroquin sur le plat de laquelle avait été encastrée une plaque de cuivre incisée qui représentait en demi-relief une branche de myosotis, le livre qu'il m'avait prêté et que je lui avais fait remettre, non par Aimé qui se trouvait de sortie, mais par le liftier. Fin de la 24e partie. Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.